Titres et qualités. Buenas tardes, amigas, amigos del Reino de Araucanía y Patagonia. À tous présents et à venir, salut. Creer y soñar, croire et rêver. Le tout dernier livre de l'académicien François Sureau, qui a pour titre S'en aller, s'ouvre sur la phrase suivante. Dis-moi ce que tu quittes, je te dirai qui tu es. Je crois, chers amis, que tous ici présents ce soir, nous pouvons répondre à cette question. Dis-moi ce que tu quittes, ce que nous quittons. C'est, par goût de l'ailleurs, un quotidien trop profane, pour reprendre la très belle expression de notre cher régent Pierre, dans la préface du premier tome du livre de notre cher Tolten Jean-François. Je te dirai qui tu es, ce que nous sommes, assurément, des rêveurs, mais sans doute aussi, à notre façon, des aventuriers éminemment inspirés. Tous mobilisés par l'épopée héroïque de notre premier roi, nous croyons aux rêves et nous rêvons d'aventure. Croire et rêver. Rêver d'abord. Rêver enfant grâce à une mère enthousiaste qui a fait naître en moi une passion inextinguible en me narrant l'histoire d'un cow-boy périgordin parti chez les Indiens d'Amérique du Sud se faire proclamer roi. Elle avait découvert l'épopée de notre héros dans le livre, alors je crois quasi introuvable en version papier, d'André Desvergnes, Antoine de Tounas, le conquistador français, fondateur du royaume d'Araucanie et de Patagonie, paru en 1979, oui, mais aussi, comme beaucoup, dans le fameux roman paru en 1981, je parle évidemment celui de Jean Raspail, qui pourtant, à mon sens, ne rend pas tout à fait justice à notre grand personnage. Rêver ensuite adolescent, évidemment, moi-même par la lecture du fameux roman de 1981, mais aussi par une autre lecture qui m'a beaucoup marqué, celle du chef-d'œuvre de Marc Augier dit Saint-Loup, paru en 64, Le Roi Blanc des Patagons, ode sublime, oui, 64, ode sublime et subtile à notre cher roi. Rêver encore, lorsque jeune adulte, marié à une périgordine, une Pouilladou de Jumillac-le-Grand. Ça parle, hein, Jean-François, une Pouilladou, ça fait très périgordin. Hein. Je descendais un peu plus au sud, à 35 km de Jumillac, et j'allais à Tourtoirac, mais surtout à La Chaise, pour visiter régulièrement le musée des rois d'Araucanie, qui s'y trouvait encore à l'époque, quand l'étendard bleu-blanc-vert flottait au mât à l'entrée de la propriété, on disait que le prince était présent. Et le prince, à cette époque, c'était évidemment l'inoubliable Philippe Ier, dont je salue ici la mémoire, lui qui a tant fait pour le royaume. Rêver toujours, animé par une passion brûlante, en rejoignant avec entrain les troupes du royaume, en servant fidèlement les princes et en participant activement, je crois, aux diverses activités. Rêvez encore et toujours ce soir parmi vous, promis au destin que vous savez. Je me savais le cœur aventureux, je me rêvais au cœur de l'aventure. Nous y voilà donc, et je vous témoignerai tout à l'heure toute ma gratitude pour cet insigne honneur. Croire maintenant. Croire et espérer que les convulsions et les querelles récentes qui nous ont fait tant de mal sont désormais derrière nous. Croire et vouloir le rassemblement de toutes les forces vives du royaume afin de poursuivre ensemble avec ardeur l'aventure commencée il y a plus de 160 ans. Croire en l'autorité naturelle du prince qui ne sera jamais de l'autoritarisme, mais bien plutôt la ferme bienveillance d'un père. Croire et aspirer à ce que nous puissions travailler comme une vraie monarchie constitutionnelle, traditionnelle et moderne à la fois, grâce aux moyens actuels de communication
qui favoriseront, je n'en doute pas, les relations et les réunions régulières entre les différentes autorités du royaume. Croire et espérer partir là-bas, en Araucanie et en Patagonie, avec une délégation du royaume, guidée avec lucidité et sagesse par notre lieutenant général, notre cher Tolten, Jean-François, artisan indispensable et indépassable de la reviviscence de l'image du roi Aurélie-Antoine et du royaume auprès des peuples natifs. Croire et penser que nous devrons également aller visiter nos amis d'Amérique du Nord, la NARS, et son dynamique président, le pasteur Dan Morrison, dont il convient de saluer l'action bienfaisante pour le royaume sur le continent nord-américain. Croire et désirer que nous ramènerons alors vers nous nos amis éloignés, ceux qui ont été déçus par les troubles récents, mais aussi peut-être, je regarde Antoine, nos amis des vice-consulats de Patagonie, avec qui je crois il est temps de tisser des liens. Croire justement dans le nécessaire réveil d'une véritable académie royale, rassemblant tous les talents du royaume, historiens, chercheurs, explorateurs, écrivains, mais aussi poètes, peintres, musiciens et bien d'autres encore, tous ces s'aventuriers, pour reprendre l'expression de Boris Vian exhumée par notre cher Bruno Fulini dans sa préface du second tome du livre de Jean-François. Tous ces s'aventuriers, disais-je, viendront animer avec passion l'Institut des hautes études araucaniennes, créé à l'origine par le prince Philippe Ier, auquel il faudra bien entendu un secrétaire perpétuel, peut-être un président, et sur ce sujet, j'ai des idées derrière la tête. Croire toujours, et plus que jamais, en l'action de notre très belle association Spice Stella, qui œuvre et doit continuer à œuvrer pour le bien du royaume en général et pour le bien des peuples souverains d'Araucanie et Patagonie en particulier. Nous devrons multiplier les actions et les aides envers ceux que le royaume n'a jamais abandonnés. Et je salue ici ce soir tous les membres, évidemment, de l'association. Croire aussi en l'expansion et la diffusion de notre belle revue La Couronne d'Acier, dont vous êtes les heureux propriétaires ce soir du 5e numéro, qui est splendide et que nous avons découvert grâce au talent d'Hervé et de Stanislas, que je n'oublie pas, évidemment, et de tous les contributeurs que je ne cite pas, mais que je remercie très vivement pour ce très très beau travail. Croire enfin et savoir que l'histoire du royaume n'est pas terminée et qu'il nous reste à écrire ensemble de nombreuses et belles pages du grand livre de la saga héroïque commencée il y a plus d'un siècle et demi. Nous devrons très vite préparer le bicentenaire de la naissance d'Aurélie-Antoine et sans doute aussi le bicentenaire 1825 du traité de Tapihu. Il y a du pain sur la planche. Chers amis, il ne me reste plus désormais qu'à vous témoigner toute ma gratitude pour la confiance et la grâce que vous me faites en me désignant à la charge suprême. Au plus profond de moi, là où l'honneur le dispute à l'émotion, je remercie Dieu et les hommes. Un tel honneur engage et oblige. Mes pensées vont en premier lieu à mes augustes prédécesseurs, et j'ai aussi, ce soir, une pensée toute particulière pour notre cher Philippe II, Philippe de Norme, dont je viens de lire le communiqué, qui m'a beaucoup ému et touché. S'il m'entend, je le salue et je le remercie pour ce qu'il a fait. J'ai une pensée aussi toute particulière pour le baron Raoul de La Valette, pour qui j'ai une très grande admiration et beaucoup d'affection. Je voudrais remercier chaleureusement nos capitaines dans la tourmente. Et d'abord le premier d'entre eux, notre cher régent, Pierre de Carrel-Mapu, qui a su en véritable capornier de talent mener avec calme le bateau du royaume à bon port, mais aussi évidemment son Excellence Claus Polland, duc de Coronel, vice-chancelier du royaume, maître Daniel Verba, duc de Santa Cruz, président du conseil du royaume, Alain Andersen,
duc de Puerto Natales, membre du Conseil d'État, toutes ces personnes sans qui le royaume ne serait rien. Merci de tout mon cœur à vous tous. Je voudrais aussi saluer et remercier sincèrement ce que j'appelle nos hommes et nos femmes de terrain. Inlassables artisans du succès du royaume dans nos régions, grâce à l'association Spicce Stella, et je pense particulièrement ce soir évidemment à notre délégué régional Alain Deschamps-Sarazi, comte de Manqueyal, à qui je dois tant et dont je regrette ce soir l'absence, et que je salue avec admiration pour sa foi et son engagement dans la cause. Ah, il a un caractère bien trempé, Alain, c'est sûr, mais que serions-nous aussi sans lui? Mais je pense ici, évidemment, à notre cher Jean-François Tolten, lieutenant général du royaume, dont l'action est absolument déterminante et indispensable. Et je le remercie de sa relation de son dernier voyage, qui nous a un petit peu inspiré sur ce que nous devons faire. Merci. Je n'oublie pas, bien sûr, le président de Spicce Stella, Hervé Lamy, Stanislas Chevara, Cédric Mousset, Anne-Marie Ecker, Pascal et Adeline Tourny, Alexandre Perret, Antoine, qui fait de si belles conférences à Versailles avec un succès fou. C'est bien mérité, je pense. Et je remercie, et tous les autres que je n'ai pas cités me pardonneront pour les oublis, mais tous ceux qui sont là ce soir, je suis vraiment très heureux de les voir, et je suis très heureux aussi de revoir notre cher Philippe, notre grand chambellan, voilà, qui nous fait l'honneur de sa présence, malgré quelques peut-être difficultés, mais je suis très ému, mon cher Philippe, de vous savoir parmi nous ce soir, Monsieur le Prince. Merci infiniment pour tout le travail accompli. Je voudrais simplement, pour terminer, et vous l'avez dans la couronne d'acier, mais moi j'aime bien les choses qui se terminent, enfin, qui se terminent, mon discours, pas la soirée, mais mon discours tout au moins en poésie. Et je voudrais, si vous le permettez, vous réciter le poème de notre cher Anton, qui est promis, je crois, un très grand avenir. Après avoir subi le roulis et l'ourage, après avoir pensé connaître le naufrage, après tant de périls, d'écueils, de coups du sort, l'Araucanie, enfin, peut regagner le port. Sur le quai se rassemble une innombrable foule, faisant fête au vaisseau qui sut vaincre la houle. On agite la main, on brandit un drapeau. Les messieurs exaltés font voler leurs chapeaux. Le navire s'approche, il dépasse le phare. L'hymne s'élève alors, joué par la fanfare. L'Araucanie accoste, et ses vaillants marins descendent épuisés, mais l'air de souverain. Puis vint le capitaine, Ulysse, plein d'adresse, ne fut point aussi grand que lui dans la détresse, lui qui, plein de sang-froid, dut dompter si souvent la force de la mer et la force du vent. Et Catulus, vainqueur près des îles Égates, où Pompée, ayant fait prisonnier les pirates, n'eurent point de triomphe égal à celui-ci, l'équipage est sauvé, l'Araucanie aussi. Marie chez vous. Bravo.